Bonjour Essar. Bonjour Tom et bonjour tout le monde. Alors Essar, vous êtes de retour à Paris Mhm. après un petit périple. Ouais. Nous sommes arrivés au SITREP numéro 44, nous sommes le 3 août 2018 et ce passage à Paris n'est que ponctuel puisque vous allez bientôt retrouver les terres de la Syrie, votre terre natale, votre chère terre qui saigne encore malgré tout, mais qui s'en sort très bien malgré tout, malgré la volonté affichée de l'impérialisme occidental et ses complices. On va en parler bien entendu dans le SITREP avec cette exceptionnelle libération du sud-ouest syrien. Mais comme de coutume, hélas, parce que il faudrait que ça Parce cesse que un jour, parce que ça voudrait dire à ce moment-là que les Palestiniens ont trouvé enfin un moyen de vivre en paix. C'est évidemment cette parenthèse sur la Palestine parce que eh bien, il faut noter deux événements, celle d'une libération et l'autre celle d'un blocus qui s'amplifie, qui s'aggrave et qui met toute une population déjà éprouvée en grand danger. Donc je vous laisse dire le reste. Merci en Essar. fait, oui, en fait d'abord on peut dire toutes nos félicitations à Ahed Tamimi qui a été libéré et à sa famille, elle et sa maman qui ont été libérées donc des geôles israéliennes. On pense que c'est une victoire de la lutte du peuple palestinien, c'est une victoire aussi de tous les arrêtés, en fait, de toutes les personnes qui sont dans les geôles israéliennes, que nous exigeons leur libération, nous exigeons la libération de l'ensemble des détenus, déjà des détenus qui sont, comment dire, Incarcéré. Oui, mineur. mineurs et adolescents en fait dans les geôles israéliennes, et Dieu sait s'il y en a, la libération de toutes les femmes et de tous les hommes, sachant que ces détentions sont des détentions sans aucune justification ni administrative ni sur le terrain en fait. Donc c'est de l'abusif total. Tout simplement. À cette occasion, je peux quand même non seulement condamner l'administration israélienne qui continue à arrêter les enfants, qui continue à arrêter tout le monde, à faire des violations de domicile, des destructions de domicile, qui continue à détruire le village de Khan al-Ahmar à l'est de Jérusalem, qui continue à détruire aussi les villages dans le rôle de la Palestine. C'est plus de 100 fois que ces villages ont été détruits et que les gens reprennent. Toutes ces violations des droits élémentaires du peuple palestinien et des personnes, leurs droits à la vie, sont impunis et Israël continue de violation en violation. La dernière en date, qui a été décrétée hier, c'est l'embargo ou le blocus sur tous les combustibles pour la ville de Gaza. Ça relève, de l'ordre soi-disant du châtiment collectif, qui est complètement fasciste et nasillard. C'est un crime de guerre. Hein. Deuxièmement, c'est un crime contre l'humanité. Troisièmement, c'est enlever tous les moyens de vie à toute une population. C'est un génocide d'une population, mais un génocide lent, puisque en enlevant tous les combustibles, les carburants, etc., c'est carrément empêcher les gens de vivre. Et dans ces moments difficiles de grande chaleur et c'est aussi les empêcher de soigner leurs blessés, c'est porter atteinte aux hôpitaux, porter atteinte à la vie. Et Israël doit être sanctionné. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des pays qui continuent à soutenir Israël dans toutes ces mesures et dans toutes ces violations et dans tous ces crimes. Il est temps que ça s'arrête. Donc, je renouvelle l'appel. Boycott, sanctions, désinvestissement. Il n'y a que les sanctions économiques qui vont ramener
Israël à respecter Israël, qui est l'état d'occupation, qui n'a absolument aucune légitimité. Ils vont leur amener à respecter la charte de l'ONU et les droits humains. On peut ajouter que, en tout cas c'est ma petite parenthèse à moi, désormais je ne nomme pas Israël suite au vote de cette loi État-nation qui fait de ce pays un second apartheid après l'Afrique du Sud. Je l'appelle le Sionistan, hein, donc je crois que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Voilà. Absolument. Okay. Alors, et ça, nous allons entamer bien entendu le site web proprement dit, et bien sûr par cette foudroyante libération du sud-ouest de la Syrie, au nez et à la barbe du Sionistan, justement, des Jordaniens, des Américains qui ont un peu jeté l'éponge avant même que la bataille se fasse, vraiment. Donc, elle a été foudroyante. Je pense même que Damas ne s'attendait pas à une libération aussi rapide, parce que psychologiquement, je pense que les terroristes s'attendaient à une vraie raclée, surtout après ce qui s'est passé dans la route orientale, où la libération s'est faite quand même dans de très très bonnes conditions. Contrairement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle malheureusement les casques blancs ont fomenté un false flag à l'arme chimique pour tenter, je dirais, sans grand espoir, de faire réagir la communauté internationale, en particulier le camp occidental. En effet, alors d'abord de cette plateforme, je voudrais adresser toutes mes félicitations à l'armée arabe syrienne et au peuple syrien qui ont vraiment, et à l'État syrien bien sûr, qui ont réalisé cette fulgurante victoire contre les terroristes et contre le sionisme et tous ceux qui les soutiennent en peu de temps. Donc en un mois, 4000 km² ont été libérés, 4000 km² de territoire ont été libérés des terroristes les plus horribles, qui sont les terroristes de Daesh, oui, et Al-Nusra. Pour une grande partie d'ailleurs, pas mal de villages ont été libérés sans qu'il y ait, sans combat et sans qu'il y ait une balle de tirée, suite à des réconciliations, à des redditions des terroristes qui ont donc rendu les armes et qui ont signé leur reddition. Pour certains, ils ont accepté de partir. Ils sont partis ou ils ont demandé à partir à Idlib. Ça, c'est Al-Nusra essentiellement, Ahrar al-Sham et les autres, etc. Et alors que Daesh a persisté à mener ces batailles horribles jusqu'au bout, et donc ils ont signé leur décret de mort, ils seront effectivement complètement anéantis. Donc, dernière... Oui, pardon. Si vous me permettez une parenthèse, ce qui fait que l'événement est extraordinaire, il faut noter une chose, c'est que c'est la région qui a été occupée en premier en Syrie, puisque c'est de là qu'est partie les soi-disant premières manifestations. Donc c'est une zone qui a été occupée depuis très très longtemps, depuis pratiquement l'origine de la guerre, qui est la guerre impérialiste qui frappe la Syrie, hein, depuis 2011. Exactement, c'est à partir de Deraa que sont parties les premières manifestations et puis qui demandaient, les manifestations entre guillemets, qui demandaient soi-disant la liberté, et puis etc., qui se sont avérées effectivement complètement manipulées par Israël et par les Occidentaux. La libération de Deraa est quelque chose... aujourd'hui, je tiens quand même à dire, c'est Deraa, Quneitra, qui est quand même la capitale du Golan, et Souaïda, qui sont en phase de libération, enfin, qui sont libérés totalement. Il reste la Badia, qui est à l'est de Souaïda, qui est en fait entre Souaïda et Al-Tanf, où se fait la base américaine qui protège
et les frontières jordaniennes, cette base Al-Tanf qui a récupéré les terroristes de Daesh qui sont sortis de la Ghouta, qui sont sortis du camp Yarmouk de la banlieue de Damas, hein, et qui sont partis là, donc en gros, comment dire, multiplier les effectifs des terroristes qui sont dirigés directement par les États-Unis et par la table d'opération Al-MOC. MOC. Oui. MOC qui comprend, elle, des services du Mossad, des États-Unis, d'Angleterre et de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite et de la France aussi. Oui. Donc, cette table d'opération MOC, elle dirige directement toutes les opérations des terroristes de Daesh et d'Al-Nusra, mais essentiellement Daesh et Al-Nusra dans le sud de la Syrie. Okay. Alors justement, Essar, vous venez d'évoquer quelque chose d'important qui va nous et vous allez nous donner un lien parce que vous je vais y arriver, excusez-moi. Vous m'en avez parlé juste avant le début du CITREP, ce lien qui existe entre des événements qui peuvent paraître complètement isolés les uns des autres. La Badia, d'où est partie une colonne de terroristes qui est venue massacrer des civils à Asweda pendant qu'en fait Israël était en train d'exfiltrer les fameux casques blancs. Hein, et une partie des terroristes aussi sont passés par Israël pour échapper au juste châtiment de l'armée syrienne. Hein. Alors effectivement, la coordination entre les forces de terroristes de Daesh et l'armée israélienne sont apparues au grand jour. D'abord par le bombardement, le fait que les Israéliens aient visé un avion syrien qui était en train de bombarder les positions de Daesh, en fait, aux alentours de Souaïda et surtout à l'Ouadi Yarmouk, qui est proche donc de la vallée du Golan et de la vallée du Yarmouk. Donc, l'armée israélienne a fait tomber effectivement cet avion syrien et puis malheureusement le pilote il a été tué. Oui, en même temps, des attaques israéliennes systématiques en fait sur ceci, c'était aussi pour faire sortir dans la nuit et sous le couvert et sous couverture israélienne 800 casques blancs à travers Israël qui étaient donc dans le sud de la Syrie et qui ont été évacués et ramenés en Jordanie via Israël pour qu'ils soient redéployés donc ailleurs ou ramenés dans leur pays d'origine ou dans les pays comme la France, oui, l'Angleterre, le Canada et l'Allemagne. Donc là, ça a été vraiment une opération très claire qui a d'ailleurs même été citée par France 24, je vous le signale. Donc, pour une fois, les médias occidentaux ont parlé de cet événement qui montre vraiment très clairement la complicité et la connivence et la coordination étroite entre Israël et les terroristes. Et dernier point, donc les attaques, les drones, oui, des drones israéliens qui systématiquement donc allaient deux qui ont été il y en a un qui a été intercepté au-dessus de la base d'Ahmemim ou qui allait vers la base d'Ahmemim. Il y a eu aussi juste ce matin un drone qui a été aussi intercepté et shooté, je peux dire, au-dessus de Konetra, et hier deux au-dessus de Damas. Oui. Alors, ces activités ou cette grande activité des drones israéliens
elle est suite à la défaite totale et la débandade totale des hordes terroristes, hein, visant d'une part à leur remonter le moral, mais aussi et surtout visant à leur donner des informations et des renseignements qui leur permettent de frapper et puis de s'infiltrer pour frapper les défenses syriennes. Donc, tout ceci a été défait et nous sommes ravis et je tiens à féliciter l'armée syrienne et notre peuple syrien et le gouvernement syrien de toutes ces victoires contre les assaillants et attaquants et l'occupant israélien. Alors, Essar, avant que vous alliez plus loin, je vais quand même, parce que vous l'avez évoqué, mais vous le saviez sans doute pas, puisque l'état-major très récemment a indiqué que les attaques de drones sur la base de Khmeimim, c'était 26 drones en l'espace d'un mois. Hein. C'est dire à quel point ils s'acharnent avec des drones qui sont bourrés d'explosifs. Ils essayent par tous les moyens possibles de percer la défense antiaérienne russe. Et c'est tout le problème, c'est que on a d'un côté effectivement les drones israéliens et de l'autre les drones des terroristes, sans doute équipés par les Israéliens ou les Américains. Et ce qui est très intéressant, pourquoi ces drones? Probablement parce que maintenant les Israéliens ne peuvent plus raconter n'importe quoi en inventant des missiles ou des obus qui tombent sur le Golan qu'ils occupent et qui seraient partis de l'armée syrienne ou des zones sous contrôle de l'armée syrienne. Parce que la Russie va mettre en poste des policiers militaires russes à 8 points sur la zone, en fait, sur la limite entre le Golan, qui est syrien, qui reste syrien, mais qui est sous contrôle de l'armée syrienne, et le Golan, qui lui est occupé par Israël. Et là, évidemment, les Russes ont des moyens techniques pour facilement définir qui tire sur qui et quand. Donc, les Israéliens ne pourront plus raconter des bobards comme c'était le cas avant, malheureusement. Absolument. Alors, ça, c'est aussi un résultat très important de cette réunion Astana 10 qui s'est tenue à Sochi et au cours de laquelle, en fait, il y a eu donc des décisions importantes prises, notamment la décision de retour des réfugiés et de faciliter le retour des réfugiés syriens à leur pays. Et donc ceci avec l'ensemble des pays où il y a des réfugiés, donc avec le Liban, la Jordanie, la Turquie notamment, et puis les autres pays occidentaux. Mais en fait, là, pour que les réfugiés puissent revenir, il faudrait qu'il y ait quand même une sécurisation de l'ensemble des villages qui ont été libérés aujourd'hui des terroristes, une sécurisation des frontières aussi avec Israël. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que Israël, qui était le plus grand agresseur et qui l'est toujours, insiste à nouveau, en fait, reconnaît la victoire de l'État syrien, reconnaît le fait que aujourd'hui, on est revenu à la situation d'avant la guerre en Syrie, donc à la situation de 2011, mais ils insistent et demandent à la Russie que toutes les parties puissent appliquer l'accord de 1974. Donc l'accord sur les séparations. Ils ont demandé le retour des forces du UNDOF, en fait, les forces de l'ONU pour la séparation selon l'accord donc en 1974 et donc a demandé à tout le monde de les respecter, alors que les Israéliens étaient les premiers à ne pas respecter ces accords et à violer l'ensemble de ces accords et de ces frontières.
d'autant plus que les forces de Undov ont été kidnappées par les terroristes, et à ce moment-là, par les terroristes de Daesh et Al-Nusra. À ce moment-là, Israël n'avait rien dit systématiquement. Ils étaient plutôt contents et se contentaient de la présence à leurs frontières des terroristes. Et ils les aidaient, comme on a vu quand même à plusieurs reprises sur les télévisions israéliennes et autres. Oui. Donc aussi, et d'ailleurs, comme aussi les découvertes d'armes massives ont montré que le foisonnement d'armes israéliennes dans les armes qu'utilisaient les terroristes. Donc ça, c'est suite à cet accord, donc l'armée, la police militaire russe, avec l'armée syrienne, s'est déployée, avec des forces de l'UNDOF, en fait, des Nations Unies, se sont déployées, et l'armée syrienne, se sont déployés sur les frontières qui séparent le Golan sous le contrôle de l'armée syrienne du Golan qui est sous le contrôle d'Israël et qui servait effectivement à Daesh de point ou de plusieurs frontières. De point de soutien tactique. Hein, de soutien, pas seulement tactique, en munitions, en armes, en hommes, mais aussi de connaissances logistiques et puis de renseignements. Donc voilà. Et le fait qu'il y ait eu 8 points qu'il y ait là 8 points de surveillance russes qui sont déployés est une garantie pour que surtout les Israéliens ne puissent pas raconter n'importe quoi, puisque les Russes ont des satellites qui permettent de filmer l'ensemble des choses et qui permettent de rétablir la vérité. Tout à fait. Alors, donc, pour moi, c'est une grande victoire aussi de la Syrie. Et bientôt, donc, les terroristes vont être là. Ce matin déjà, je tiens à vous dire, ce matin déjà, il y a eu 3 villages de l'est de Soueida qui ont été libérés aussi des terroristes. Donc l'armée syrienne avance de manière très rapide et très forte à l'est pour le nettoyage de l'ensemble de la Badia, de tous les terroristes qui sévissent et qui ont effectué 2 grands attentats à Soueida, qui ont fait nombreux morts. Ils ont fait plus de 220 morts, 180 blessés. C'était plus de 100 djihadistes qui se sont fait exploser en plein marché, alors en 2 fois, sur un marché de fruits, de légumes, etc., où tous les paysans venaient échanger et vendre leurs récoltes. Et aussi après dans une autre ville dans le sud, et ils ont vraiment tué nombre de personnes. Bon, tout ceci a été maintenant à nouveau libéré sous le contrôle de l'État syrien. La population de Soueida et la population de ces villes qui ont été attaquées a été un élément important et principal dans la défense de ces villages, avec l'aide de l'armée syrienne, bien entendu. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'unité entre l'armée et le peuple, elle est plus forte que jamais, et l'unité entre les différentes composantes du peuple syrien est plus forte que jamais. Donc, tous ceux qui misaient sur une séparation ou une rupture ou une guerre confessionnelle ou des diversités, pas seulement des divergences, mais en fait, ils misaient sur une guerre entre les différentes confessions en Syrie. Et ben tout ça est tombé à l'eau, et puis aujourd'hui, les gens sont plus que jamais unis.
Je peux dire aussi, il y a eu 160 personnes de Daesh qui ont été arrêtées. Donc, elles sont maintenant dans les geôles syriennes. Et ça, c'est très bien parce que, en fait, on va aussi avoir plus d'informations. Il y a eu, comment dire, un déploiement important de l'armée syrienne, aussi un redéploiement total de l'armée syrienne sur les frontières de la Jordanie, avec la Jordanie. Oui. Et ça, c'est aussi un élément très important puisque la Jordanie a été malheureusement un élément actif et un voisin actif dans déstabilisation. Dans l'accueil des terroristes, dans l'entraînement des terroristes, et la majorité des terroristes venaient en Syrie par la frontière jordanienne. Je rappelle aussi que les Américains ont une part belle dans l'entraînement des terroristes aussi, puisque les terroristes qui ont fait cet attentat à Soueïda, c'était les terroristes qui étaient partis du camp Yarmouk à Damas et qui étaient partis donc vers Al-Tanf, qui ont été accueillis, requinqués, re-entraînés et comment dire, à nouveau rearmés par les Américains. D'ailleurs, je voudrais dire quand même, avec toutes les armes qui ont été rendues par les terroristes, qui se rendus ou lâchés en fait par les terroristes en Syrie, on voit qu'il y a des chars, des blindés, des missiles, des lance-missiles, même des usines de fabrication de missiles et beaucoup d'armes donc et de munitions israéliennes, américaines, européennes et aussi saoudiennes. Vous me disiez des médicaments également, hein, c'est ça? Oui, aussi justement de médicaments, beaucoup de stocks de médicaments et des stocks importants aussi de vivres. Donc tout ceci dénonce, je peux dire, par les faits, toutes les positions de ces pays qui se disent, notamment les pays de la coalition et Israël qui prétend ne pas intervenir dans ce qui se passe en Syrie, mais la coalition occidentale sous direction des États-Unis qui prétendait combattre Daesh et qui en fait aujourd'hui on voit très clairement qu'ils ont été une partie prenante dans l'armement, l'entraînement et la direction de Daesh, mais pas seulement Daesh, mais de toutes les factions terroristes, qu'elle s'appelle l'armée arabe syrienne ou qu'elle s'appelle Daesh ou Al-Nusra ou Jaish al-Islam ou Ahrar al-Sham. Ils ont tous les mêmes couvertures occidentales, je peux dire. L'armée syrienne libre, hein, vous parliez. Oui, l'armée syrienne libre, qu'est-ce que j'ai dit? L'armée arabe syrienne, oui. Oui, non, l'armée syrienne libre, pardon. Merci de me reprendre parce que ça c'est important qu'il n'y ait pas ce type de confusion. Absolument. Mais en fait, l'armée syrienne libre, elle a disparu complètement. Elle s'est rendue. La plupart des gens qui y étaient, ils se sont rendus et ils ont dit que de toute façon, ils ont rejoint même l'armée arabe syrienne. Pour beaucoup d'entre eux, après, donc, ils ont dit qu'ils étaient dévoyés, etc. D'accord, qu'ils ont été trompés et qu'on les a abusés. Voilà. Absolument, ils ont été abusés. Alors, Issar, si vous me permettez, sous votre contrôle, il y a deux points que je voudrais aborder. Vous l'avez déjà évoqué concernant Sochi. La bataille d'Idlib est en préparation. Il semblerait que la Turquie commence à être très nerveuse parce que là, il va falloir... le président Bachar el-Assad l'a dit plusieurs reprises et l'a confirmé récemment. Toute la Syrie sera libérée, y compris bien entendu les zones occupées par la Turquie. Vous m'avez dit, vous m'avez parlé, vous m'avez confirmé même, et le docteur Al-Jafari l'a dit à Sochi, c'est-à-dire à la réunion Astana numéro 10, et ses propos sont très durs. La Turquie doit dégager. Alors, il a dénoncé
la turquisation de cette zone syrienne, hein, avec l'imposition du drapeau turc, l'imposition de la langue turque, la turquisation des noms syriens, toutes ces choses-là qui sont comment je dirais, une annexion rampante. Hein. Absolument. Alors, Idlib sera libéré. Il n'y a pas il n'y a absolument aucun équivoque sur la question. Je peux dire que d'ores et déjà, aujourd'hui, il y a un retour. Il y a pas mal de villages dans le sud d'Idlib qui ont été libérés. Et il y a la population, les réfugiés qui étaient partis, ils reviennent chez eux et avec le contrôle. Donc, il y a une bonne partie qui est sous le contrôle de l'armée arabe syrienne. L'invasion turque d'Idlib, qui a prétexté du fait que la Turquie était membre d'Astana, membre qui était censé contrôler et lutter contre la présence terroriste aussi en Syrie, en fait a abusé ces accords et a fait une invasion militaire complètement de la Syrie, notamment de l'ensemble d'Idlib, de Afrin et le nord de la Syrie, en faisant d'ailleurs des massacres de population, provoquant aussi des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'exilés et de réfugiés. Ils sont en train de torturer, de tuer vraiment à profusion. Ils ont imposé le drapeau turc, comme vous l'avez bien dit, imposé la langue turque et imposé même dans les écoles les programmes turcs, hein, et la monnaie turque en monnaie d'échange. Donc tout ceci après avoir détruit en fait des vestiges importants de la civilisation syrienne, comme Ain Dara, qui a été détruite et réduite vraiment à un tas de pierres, alors que c'était quand même un monument très important qui était intact avant. Mais en plus, en disséminant la population, et qu'ils prétendent faire partie des terroristes, la population syrienne de souche kurde. Donc voilà. Et aujourd'hui, alors il y a des faits très importants quand même qui vont dans le sens de la libération de la totalité de la Syrie. Les forces dites FDS, là, les forces démocratiques syriennes, qu'on appelle, qui sont soutenues par l'Occident, qui sont soutenues par les États-Unis, qui étaient qu'on appelait kurdes, hein, en fait, parce qu'il y a peut-être un mouvement kurde à l'intérieur. Ces forces du FDS, aujourd'hui, ils multiplient les pourparlers avec l'État syrien pour se rendre effectivement et rendre l'ensemble des territoires qui a été libéré des terroristes par leurs soins et à l'armée syrienne, donc, et à pactiser avec l'État et avec l'armée syrienne contre tout occupant étranger. Ce qui ne plaît pas du tout ni aux Américains, ni aux Turcs, mais ça présage quand même d'une bonne libération qui arrive et qui avance très rapidement de l'ensemble de la Syrie. Ceux qui ont tablé sur aussi la division de la Syrie en États kurdes, etc., bon, bah maintenant, ils se retrouvent aussi le bec dans l'eau et ils se retrouvent dans le mur. C'est encore un deuxième projet qui a été avorté par les soins de la population syrienne et par les soins de l'armée arabe syrienne et l'État syrien. La Turquie doit se soumettre, elle doit se soumettre aux accords d'Astana et aux accords qui ont été donc signés à Sochi, où c'est la seule exception et le seul point de non-application, ça a été effectivement l'État turc, qui doit quand même se soumettre à ce qu'il a signé. Parce qu'en fait, ils signent quelque chose et ils font autre chose. Oui. Et ils affirment par la voix
ils affirment qu'ils sont contre les terroristes, mais dans la réalité, ils sont de connivence avec les terroristes de Nosra et toutes les factions qui sont autour de Nosra, qui sont à Idlib. On a vu que l'armée, on a vu que les Turcs les ont réarmés et réorganisés pour commettre les pires des crimes contre la population du côté dans tous les territoires du nord syrien qui est occupé par les Turcs, donc Afrin et tous les villages autour de Afrin. Voilà, donc là, ça arrivera et puis Idlib sera libéré comme le reste de toute la Syrie. Maintenant, je reviens vers deux points importants. En fait, je voudrais parler, puisque je vois le temps avancer rapidement, oui. Je voudrais parler des activités culturelles et même de la population syrienne, en fait, qui reprend possession de sa vie après 7 années de joug terroriste dans les différents coins. Il y a eu pendant tout le mois de juillet des festivals culturels dans chacune des villes libérées, à Homs, à Alep, à Hama, à Deir Zor, donc des grandes festivités importantes où étaient présentées des activités culturelles, mais avec la population. Ce n'est pas seulement des spectacles, mais ce sont des spectacles auxquels assiste la population, auxquels participe la population et qui vont dans le sens du bien-être et de la reconstitution du moral des gens. Ça a été le cas aussi dans le mois dernier, au mois de juillet à Damas. Il y a eu un grand événement à Damas dans le parc Tishrin. C'était Sham Tijma'na, c'est-à-dire la Sham nous réunit. Je tiens à dire que Sham, c'est le nom de l'ensemble de la Syrie, mais de la grande Syrie en fait, hein, de la Syrie historique. Il y a aussi hier, il y a 2 jours, l'ouverture du salon du livre, du 30e salon du livre dans la grande librairie Al-Assad aussi à Damas et à côté, en face du parc Tishrin. Il y a une grande participation de plus de 200 maisons d'édition arabes et internationales. C'est donc du 2 au 11 août. Il y a bientôt la foire internationale de Damas qui va avoir lieu à partir du 6 septembre et va être suivie aussi par un grand salon de la reconstruction et en Syrie. Je voudrais en fait dire quelque chose, je vais oublier, l'idée est partie. Donc oui, il y a aussi un décret présidentiel qui stipule que les élections des conseils régionaux vont avoir lieu à partir du 16 septembre et puis les candidatures doivent être présentées maintenant. En fait, c'est un décret qui a eu lieu au début du mois dernier et en fait, on avait omis d'en parler dans les autres sites puisqu'on était très occupés. On l'a évoqué superficiellement quand même, si. On l'avait évoqué superficiellement. On ne s'est pas étendu dessus, c'est vrai, mais on l'a évoqué. Oui. D'accord. Bon, ben c'est très bien parce que en fait là, dans quelques jours, la date de dépôt des candidatures va se terminer et donc il y a eu donc dans ce décret et puis dans les décrets d'application la précision de l'ensemble du découpage géographique de l'ensemble des cantons et des régions. Donc ça, c'est quelque chose de très, très positif et ça permettra... Et en fait, il explique aussi quelles sont les prérogatives de ces conseils régionaux dans la reconstruction et quelles sont
leurs responsabilités et leurs responsabilités, leurs devoirs et puis ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est un point qui est très très important dans le sens de l'évolution démocratique, si on peut dire, de la Syrie, qui est très prometteur en fait. Donc voilà, tout ceci est très prometteur. La Syrie triomphe et elle est victorieuse, victoire qui est aussi reconnue par nos ennemis, je peux dire. Oui, il y a aussi une chose très importante. Je vais essayer de faire très rapide. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, puisque vous nous avez donné vous-même une information fondamentale. Aujourd'hui, c'est à cela que j'ai pensé quand vous avez évoqué les festivités, la libération des villages sans une balle de tirée, etc. Il faut se rappeler quand même qu'au tout début de cette bataille du sud-ouest syrien, l'ONU s'était mis à hurler contre les forces syriennes parce que des centaines de milliers de réfugiés étaient en train de se diriger vers la frontière jordanienne. D'accord. Donc ça a fait tout un foin, comme d'habitude d'ailleurs, hein, puisqu'ils nous ont fait le coup quand il avait s'agi de libérer Alep-Est, hein, ils l'ont refait quand il s'agit à la libération de la route orientale, et ils recommençaient à ce moment-là concernant le sud-ouest syrien. Et aujourd'hui, j'invite à tous nos vidéospectateurs et vidéospectatrices à aller chercher dans tous les médias occidentaux la trace du moindre millier de réfugiés qui a retraversé la frontière jordanienne ou israélienne pour aller se réfugier dans ces deux pays-là. Il semblerait qu'il n'y ait rien. Ça veut dire que, effectivement, ce que vous nous aviez dit à l'époque, c'est-à-dire que c'était les terroristes qui avaient obligé les Syriens à fuir leur maison pour justement créer une espèce de fuite factice, hein, qui justement était là pour alimenter ou pour crédibiliser les cris d'orfraie de l'ONU qui maintenant, bien comme avec la route orientale à son époque, démontre que l'Occident, l'ONU est instrumentalisée pour donner libre cours à des discours qui attaquent l'armée arabe syrienne, l'État syrien, alors qu'en réalité, eh bien, les citoyens syriens, soi-disant martyrs, fuyant l'armée syrienne, est revenu en fait dans ces quartiers, dans ces villes et villages, et sous la protection de l'armée syrienne et de l'État syrien. Oui, merci d'avoir évoqué ce point. En fait, effectivement, dans beaucoup d'endroits, en fait, dans les villages du sud de la Syrie, ça s'est passé avec des réconciliations et sans tirer une balle, comme on l'avait dit, mais où aussi les gens ont été maintenus dans leur ville. Et ce sont eux qui ont lutté avec l'aide de l'armée syrienne contre les terroristes, leur demandant de sortir, de quitter, etc. Ceci dit, il y a eu certains cas où l'État syrien avait appelé effectivement les habitants à sortir, et on les a logés provisoirement dans des centres d'hébergement qui étaient construits par l'État et dans de bonnes conditions pour eux. Comme c'était le cas pour Douma, par exemple, et pour certains quartiers de Douma, pour certains quartiers de Haresta, c'était pour protéger la population et leur permettre de revenir après avoir déminé. Puisque je tiens à vous dire quand même que je rappelle, plutôt on l'avait dit à plusieurs reprises, que ces terroristes plantaient des mines et des explosifs dans les moindres petits mètres carrés des territoires qu'ils quittaient, et que les équipes russes et syriennes qui faisaient le déminage et le nettoyage des explosifs de Douma avaient dit qu'ils avaient besoin de 3 mois pour déminer, puisqu'ils découvraient, ils étaient en train d'enlever 200 mines et explosifs par jour. Donc, et ce, dans les endroits les moins auxquels on s'attend le moins, c'est-à-dire même dans les maisons, dans les frigos, dans les portes des maisons,
et bon, ajouter effectivement aller aux mines de la route, etc. Et des chantiers. Et aussi dans les territoires, dans les terres cultivées Des agriculteurs. des agriculteurs et des paysans. Donc en fait, là, c'était pour les protéger. Et aussitôt qu'on a la possibilité de remettre ou de faire en sorte que les gens puissent retourner chez eux en toute sécurité, c'est fait. Et alors que effectivement, l'ONU et les pays occidentaux ont parlé de changement démographique, de exil forcé des populations, ils ont parlé d'un tas de choses qui n'ont absolument aucun sens. Je rappelle quand même que l'État syrien veille, et c'est le premier à veiller à la sécurité et à la sûreté de ses citoyens, et c'est aussi le premier qui appelle et qui rappelle les réfugiés à revenir chez eux et à revenir dans leur vie. Et là-dessus, je termine en renouvelant l'appel à ce que ces sanctions unilatérales et illégales qui sont mises sur l'État syrien, il faut qu'elles soient enlevées, car si les pays qui soutiennent le terrorisme, qui ont accueilli aussi des réfugiés chez eux, comme la Turquie, comme la Jordanie, en partie le Liban, etc., et la France, l'Angleterre, il est temps qu'ils arrêtent leurs sanctions contre la Syrie, qu'ils reprennent des rapports normaux, d'abord pour qu'ils reprennent aussi chez eux les terroristes qu'ils nous ont envoyés, les terroristes français, anglais, suédois, etc., et de tous les pays, et aussi y compris en fait l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Mais il faut que ces sanctions arrêtent et que la vie reprenne normalement, que les relations reprennent normalement avec la Syrie, et pour que l'économie syrienne puisse repartir de bon pied avec sa population et avec surtout nos compétences, nous Syriens. Nous n'avons pas besoin que les autres pays interviennent pour reconstruire notre Syrie. Bien, voilà. Nous arrivons au terme de ce CITREP, Essar, hein, nous avons abordé tous les sujets, je crois. Absolument. Alors il ne nous reste plus qu'à nous séparer pour nous donner rendez-vous dans 15 jours pour le 45e CITREP. Ok. Merci Essar et bon retour en Syrie. Et merci à très bientôt. À vous, Tom. Merci beaucoup à vous et puis merci à tous les auditeurs. Et bon courage à tout le monde et vive la Syrie et vive la Palestine et vive en fait la liberté de tous les peuples, parce qu'on est en train de faire la même chose en Ukraine, la même chose au Venezuela, etc. Malheureusement. Oui. Merci Essar, à bientôt. Merci à vous, à Au bientôt. revoir. Au revoir.